amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris, Culture et Spectacle. Aujourd'hui, nous arrive un livre particulièrement poignant des éditions Le Félin. Et je dis avant tout bonjour à Jean-Pascal Auvray. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour Monique. Jean-Pascal, j'ai été très émue en lisant ce livre grâce à ma mère, du ghetto de Wilno aux marches de la mort, 1941-1945, de Shoshana Rabinovitchi. Alors je dois dire que ce livre a été écrit en 91 publié aux éditions Yad Vashem en hébreu, car le destin de Shoshana Rabinovitch, de Suzy Wexler, est très particulier puisque, je vais vous donner la parole, c'est vous qui allez expliquer, raconter aux auditeurs. Moi j'ai lu le livre et j'avoue que c'est... Alors, Jean-Pascal, je vous donne la parole. Je vais vous demander quel a été votre cheminement pour arriver à travailler sur ce document. Alors Monique, je vous remercie d'abord de me donner l'occasion en fait de parler de ce livre qui pour moi est une rencontre importante. Je suis professeur d'histoire-géographie dans un collège près de Caen, en Normandie, et mon collège participait régulièrement à des échanges avec un collège allemand entre Bonn et Cologne, et dans une grande librairie située sur une place où il y a eu en 1933 des autodafés de livres écrits par des juifs, la grande librairie Italia à Bonn. J'ai trouvé ce livre avec une photographie de première de couverture que j'ai trouvée très émouvante. Alors c'est la photo qui a été reprise par l'éditeur français et on voit une petite fille qui marche entre ses deux parents. Cette petite fille, à l'époque, elle s'appelle encore Suzanne Lucienne Wexler. Elle a un prénom français parce qu'elle est née à Paris en 1932. Elle a vécu à Paris jusqu'en 1937. Ses parents, qui étaient des juifs polonais, espéraient à Paris échapper au numerus clausus du gouvernement polonais contre les étudiants juifs. Et elle n'est rentrée à Wilno, puisqu'à l'époque la ville de Vilnius est une ville polonaise qui s'appelle Wilno. Elle n'est rentrée à Wilno qu'en 37, pardon. Vous évoquiez un parcours très chaotique, effectivement. Elle a connu dès 1941, elle a connu dès 1939 l'invasion soviétique. Elle a connu en 1941, et ça a été beaucoup plus dur pour toute sa communauté, l'invasion des troupes nazies avec l'opération Barbarossa. Et de 1941 à 1943, pendant exactement 2 ans, elle vit dans le ghetto de Wilno. On pourra peut-être reparler après Wilno, qui est la petite Jérusalem. Alors voilà, Wilno, c'est une des grandes métropoles de culture juive d'Europe de l'Est. C'est la ville de Chaim Soutine, le peintre, c'est la ville de Romain Gary. C'est une ville où Théodore Herzl est passé pour parler du sionisme. C'est la ville où le YIVO, donc ce grand centre d'archives de la culture juive, est né, avant d'être transféré à New York dans les années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une grande métropole de culture juive, avec une population pour un tiers de religion juive et de langue polonaise et yiddish. La plupart étaient trilingues, enfin ils parlaient polonais. Chez les Wexler, par exemple, la famille de Suzy, on parle polonais, on parle yiddish, on parle aussi russe. Quand les parents veulent que les enfants ne comprennent pas, ils parlent russe. Donc on a affaire à un milieu familial, là je parle des Wexler, la famille de Suzy, de la bourgeoisie, plutôt cultivée, très ouverte sur le monde, avec des professions très ouvertes, puisqu'il y a des mécaniciens, il y a des banquiers, il y a même un agriculteur, ce qui va vraiment au rebours des clichés de la propagande nazie qui montre tous les juifs comme des petits boutiquiers, des êtres chétifs, mal fichus. Bien non, elle a un oncle qui est un grand costaud, roux, et que malheureusement la terre n'a pas protégé puisqu'il est mort sur sa ferme. Voilà, effectivement, la terre ne l'a pas protégé, mais en tous les cas, il a au moins... il a vécu à l'encontre de la propagande et des clichés que les nazis essayaient de répandre. Donc elle a vécu 2 ans dans le ghetto jusqu'en 1943, et puis en 1943, les nazis décident de fermer les ghettos.
Alors déjà, il faut dire que dans ces ghettos ne subsistait plus que à peu près 10 à 15% de la population d'origine. Il y avait régulièrement des rafles qui visaient à en faire disparaître soit les vieillards, soit les enfants, soit ceux qui n'avaient pas le bon certificat, dans une ambiance toujours de crainte, d'oppression, d'angoisse perpétuelle. Et donc, au bout de 2 ans, eh bien, il y a ce qu'on appelle les sélections, alors qui sont connues par d'autres survivants. Hein. On peut penser à Art Spiegelman dans Maus. Et donc, les sélections en 1943, elles ont lieu à Vilno, dans un immense cimetière, où je suis allé cet été, je pourrais presque dire me recueillir, en fait, parce que c'est un grand cimetière romantique chrétien, qui fait un peu penser au Père-Lachaise parisien. Mais dans ce cimetière, il y a une scène de sélection épouvantable, digne de celle d'Auschwitz, digne de celle des camps nazis, où on envoie à gauche, links, tous ceux qui sont des femmes enceintes, ou des femmes âgées, des enfants, des vieillards, des gens handicapés. Et ils ne le savent pas, mais ils seront très vite déportés à Majdanek, et ils vont tous mourir dans les jours qui vont suivre. Et puis il y a ceux, je n'ose pas dire les chanceux, mais qui ont encore peut-être un espoir de survivre, ceux qui vont à droite, qui sont les gens en bonne santé. Et là, il y a déjà un premier miracle. La mère de Suzy, une femme forte à tout point de vue, réussit en soudoyant des gardes ukrainiens, en distribuant des bagues, en donnant de l'argent. Elle réussit à dissimuler Suzy dans un grand sac qu'elle porte sur son épaule et à se faire pousser à coups de poing, à coups de pied, parce qu'il faut bien imaginer que c'est comme ça, à se faire pousser entre guillemets du bon côté. Et donc elle passe du côté gauche avec sa petite fille de non, du côté droit, du côté droit, Jean-Pascal. Du côté droit, excusez-moi, oui. Elle passe du côté droit et donc elle réussit à survivre et à faire survivre la petite Suzy. Et là, c'est le départ pour les camps de concentration. D'abord le camp de Kaiserwald, qui est près de Riga aujourd'hui, dans la banlieue de Riga, et pour plusieurs mois, et ensuite le camp du Stutthof. Je dis bien Stutthof et pas Struthof, il ne faut pas que nos auditeurs français s'imaginent qu'elle part dans le camp d'Alsace actuel. Elle part au Stutthof, qui est maintenant près de Danzig, dans le Reich de l'époque. Et donc elle survit encore dans ce camp, dans des travaux épouvantables. Elle doit déplacer des rails, elle doit démonter des batteries de voitures, et donc elle a les mains qui sont brûlées par les acides. Elle va survivre à tout ce que le public connaît sur la survie dans les camps, donc c'est le froid épouvantable. Il faut se dire que c'est une époque, enfin, les hivers de la guerre ont été plus particulièrement froids. Et il y a des températures qui atteignent les -20, -25 degrés. Elle survit à la faim, elle survit au coup, elle survit à l'arbitraire, elle survit au sadisme des gardiennes et des gardiens. Elle survit au désespoir aussi, car il y a le mot du musulman qui revient dans le livre. Alors, les musulmans, il faut être bien précis, il n'y a aucun rapport avec la religion du prophète Mahomet. À l'époque, on appelle musulman, quelle que soit sa croyance, le déporté qui se laisse abandonner, qui se voue à un certain fatalisme que l'on prêtait à l'époque, je dis bien à l'époque, à la religion musulmane. Et donc, eh bien, sa mère a failli devenir une musulmane, tout en restant juive, vous avez compris. Elle-même a failli devenir une musulmane, et au sens qu'elle a failli abandonner, elle a failli lâcher. Et le beau-père l'est devenu. Jules. Pardon. Et le beau-père, le deuxième mari de sa mère, a glissé en tant que musulman. Il s'est laissé, partir. Effectivement, même des gens très, très forts, même des gens dont vous pouvez s'imaginer qu'ils avaient un moral à toute épreuve, sont susceptibles, au bout de plusieurs mois, de glisser dans cet état. Et en fait, le livre, c'est le récit de cette succession assez incroyable de chance, de hasard, de coups du destin, d'intervention judicieuse de sa mère, de courage de son propre fait aussi. Alors c'est une petite fille qui est née en 1932, donc elle a à peine
11 ans quand elle est déportée. Pour donner un exemple très, très concret et qui pourrait sembler cocasse dans un autre contexte, elle n'a pas encore fait sa puberté, elle n'a pas encore de sein, mais sa mère lui fait porter un soutien-gorge. Dans les camps, les nazis refusent le soutien-gorge. Dans les camps, les femmes ne portent pas de soutien-gorge. En général, très vite, elles ont les seins qui deviennent qui s'amaigrissent, qui s'amincissent, elles n'ont plus de poitrine. Eh bien, Suzy doit porter un soutien-gorge. Suzy doit porter des chaussures à hauts talons qui sont récupérées sur des personnes décédées. Suzy doit se mettre du maquillage qui est récupéré dans des vêtements de gens décédés. Elle doit paraître plus grande de manière à ce que lors des appels devant les SS, elle ait l'air je n'ose pas dire en bonne santé, mais qu'elle ait l'air plus femme, plus au moins adolescente. D'ailleurs, à plusieurs reprises, lors des appels lors des immatriculations dans les camps, sa mère a menti sur l'âge de sa fille en déclarant qu'elle était née en 26. Donc on n'a plus affaire à un enfant, on a affaire officiellement à une adolescente. Sa mère mentit sur son âge à elle. Et du coup, sa mère passe pour une femme de non plus de 45 ans, une femme de 30 ans. Elles deviennent des sœurs et elles ont ainsi plus de chances de survivre. Le livre, c'est le récit d'une succession, je le disais, de hasards, de chances, de trouvailles ingénieuses, de solidarité aussi. À plusieurs reprises, dans ce milieu de femmes juives déportées, alors qui sont des femmes de Pologne, des femmes de Lituanie, des femmes d'Ukraine, des femmes d'Allemagne aussi. Il y a Elga qui vient de Hanovre. Il y a une solidarité très très forte qui joue et dont on a souvent l'écho en fait envers d'autres déportés très jeunes et adolescents, une solidarité de gens adultes qui font tout leur possible pour donner de la nourriture, pour affecter l'enfant à des travaux physiquement moins difficiles, à la faire travailler si possible en intérieur, dans un atelier, dans une halle. Ça n'empêche pas le froid, ça n'empêche pas les coups, ça n'empêche pas que la mère doit un jour assister à une Schlag. La Schlag, de l'allemand Schlagen, ça consiste à vous donner 25 coups de matraque en caoutchouc, ce que les Allemands appellent la Gummi. Donc c'est une tige de fer noyée dans du caoutchouc, et on vous frappe 25 coups sur les fesses. Les fesses, il faut bien s'imaginer, ce ne sont pas des fesses bien rebondies de petites filles. On n'a plus de muscles, on n'a plus de chair, on frappe directement sur l'os, et c'est une douleur abominable, c'est une douleur que beaucoup de déportés ne peuvent pas supporter et dont certains meurent, soit sous la violence des coups, soit par l'infection qui va découler des plaies qu'on ne peut pas soigner, qui vont s'infecter assez souvent. Et à la fin, Suzy va survivre aussi aux marches de la mort. Alors ces marches de la mort, elles sont régulièrement évoquées par des historiens. La chaîne Arte a récemment consacré en France une émission à cet épisode épouvantable qui a lieu à partir de l'hiver 45. Bon, pour Auschwitz, ça commence en janvier, quand les nazis, par peur que l'on découvre l'horreur des pratiques, détruisent les chambres à gaz, détruisent les fours crématoires et font partir tous les déportés à pied par une température qui avoisine les moins 30 dans le territoire actuel de Pologne, à pied ou bien dans des wagons parfois découverts. Et c'est parfois plus difficile encore d'être en wagon découvert. À pied, au moins, il y a le fait de se réchauffer par le mouvement physique. Lorsqu'on est dans un wagon découvert, on ne bouge pas, on est serré contre le corps d'autres personnes, et celles qui sont à l'extérieur du wagon sont condamnées à périr de froid. Sauf si la solidarité, une fois de plus, fait qu'il y a un roulement qui se met en place et qu'on permet à celles de la périphérie de prendre place parfois à l'intérieur du wagon. Quand je dis à l'intérieur, c'est à l'intérieur du cercle des personnes qui sont déportées. Voilà un peu ce qu'on peut dire, Monique, de ce périple assez incroyable, et que Suzy a gardé. Elle a eu un mot beaucoup plus tard très, très frappant. Je ne sais plus si c'est un mot d'elle-même ou un mot de son fils de Ron. Elle dit enquisté en elle comme une capsule de poison.
trouvais la formule à la fois saisissante et bouleversante de réalité. Effectivement, elle a gardé tout cet épisode secret. C'est quelque chose qui est assez fréquent chez les jeunes déportés et que moi, comme professeur d'histoire, j'ai assez souvent pu entendre auprès de d'autres déportés, des déportés politiques ou des déportés raciaux, des déportés pour faits de persécution homosexuelle, ou des déportés pour raison de résistance, le fait que, ayant survécu, ils rentrent chez eux et leurs parents leur disent voilà, tu vas nous raconter tout ça, puis après ça sera terminé, tu n'en parleras plus. Et donc Shoshana, elle part en Pologne avec sa mère dans les années 50, non, immédiatement après la fin de la guerre. On sait que la Pologne communiste des années 1945 reste un régime antisémite. Il y a des pogroms encore en Pologne. Il y a des survivants d'Auschwitz qui ont été tués par des Polonais après la fin de la guerre, ce qui peut sembler incroyable pour un public non averti. Et en fait, la Pologne donc n'est pas le bon pays. Donc elles partent tous les deux en Israël. Suzy va devenir Shoshana. Elle prend un prénom hébreu. Elle apprend l'hébreu. Elle se marie avec un monsieur Rabinovici, d'origine roumaine, et elle s'installe avec lui à Vienne, en Autriche, pour des raisons professionnelles. Et c'est à Vienne, donc dans un milieu germanophone, qu'elle décide en 1991 de mettre par écrit, de coucher par écrit son histoire. Alors, depuis, en fait, il s'est passé, enfin sa mère est décédée en 1974, et il s'est passé aussi les grands événements de la politique internationale. Il y a eu la glasnost, il y a eu Gorbatchev, et en 1988, elle a pu, à l'occasion d'un match de football qui opposait l'équipe de Vienne, l'équipe d'Austria, l'équipe violette, comme on l'appelle à Vienne, un match qui opposait donc l'équipe de Vienne à l'équipe de Vilnius, eh bien, elle est devenue pour le moment une supportrice de l'équipe de Vienne, et elle se rend à Vilnius. Et là, c'est un choc pour elle parce que plus personne ne parle polonais, encore plus personne ne parle yiddish, et les noms de rues ont changé. La ville s'est entièrement lituanaïsée, si on peut dire. Enfin, il y a uniquement des noms lituaniens, et elle a un petit peu de mal à redécouvrir la ville où elle a grandi étant enfant, où elle a vu des scènes de rafle, où elle a vu des scènes de poursuites de juifs dans les rues du ghetto. Et elle parvient néanmoins à reconnaître les différents endroits où elle a vécu. Et là, au fur et à mesure des découvertes des différentes maisons, elle le raconte, elle et son fils en témoignent aussi, les images se succèdent, les retrouvailles de mémoriels s'enchaînent dans sa tête, et les choses se remettent en place. Et entre 88 et 91, donc il y a plusieurs voyages, et donc elle décide d'écrire son témoignage. Donc, son témoignage est d'abord écrit en hébreu, aux éditions Yad Vashem, vous le rappeliez en début d'interview. Et comme elle vivait en milieu germanophone, essentiellement à Vienne, les éditions Alibaba à Francfort, une petite édition marginale qui a disparu depuis, ont eu la bonne idée de republier son témoignage en allemand. Et c'est une traductrice célèbre, qui est aussi une autrice, Myriam, à laquelle je tiens à rendre hommage aujourd'hui. Elle est décédée, elle s'appelait Myriam Pressler. C'était une Allemande de religion juive, qui était bien sûr germanophone, qui était yiddishophone, qui parlait hébreu aussi, et qui a fait le pont culturel qui a su espérer confiance à Shoshana, et donc qui a traduit ce livre. Elle a donc fait une version allemande, mais Shoshana parlant allemand, l'édition allemande a pu être vérifiée par Shoshana. Et pour moi, professeur d'histoire, c'était important que je puisse traduire une édition qui était en quelque sorte attestée et certifiée par l'autrice, qu'il n'y ait pas de trahison, qu'il n'y ait pas de déperdition de mémoire. J'ai essayé de faire à mon tour œuvre de messager, en fait, de transmetteur de mémoire, et j'aurais eu mauvaise conscience en traduisant une traduction qui n'avait pas été vérifiée par l'autrice. Et c'est quelque chose que je tiens à dire auprès de vos auditeurs.
Cette traduction a été entièrement relue, revérifiée, attestée par Shoshana. Shoshana qui parlait yiddish, mais qui a aussi appris l'allemand, puisqu'elle a vécu une bonne vingtaine d'années en Autriche et en Allemagne, qui a témoigné en allemand sur différentes scènes à Vienne, à Berlin, lorsque son fils l'a fait intervenir pour lire des passages, elle et d'autres survivants, d'autres témoins de la Shoah. Elle est intervenue dans une... Alors, je n'ose pas appeler ça une pièce de théâtre, on va appeler ça une mise en voix. Ça s'appelait Les Derniers Témoins. Et donc, elle était présente, elle a pu lire des extraits de son livre, et qui étaient mis en voix par des comédiens professionnels, mais elle était présente sur scène. Et Shoshana Rabinovici est devenue une personne importante de la mémoire juive dans le monde germanophone. Et lorsqu'elle est décédée en 2019, eh bien, la rubrique nécrologique du Spiegel, le Spiegel, c'est un petit peu le Nouvel Obs en Allemagne, c'est un grand hebdomadaire, on va dire de centre-gauche, ouvert sur le monde et dont la réputation n'est pas à faire. Le Spiegel lui a consacré un article très, très louangeur, que j'invite le public germanophone à se connecter, à lire cet article. Donc c'est quelqu'un d'important et qui a beaucoup contribué en fait en Allemagne à maintenir la mémoire de la Shoah. Shoshana a disparu en 2019 alors qu'elle s'est prêtée à témoigner lors du procès fait aux derniers gardiens du Stutthof et de Kaiserwald, alors qui était comme elle était devenue une vieille dame digne, et il y avait des vieux messieurs indignes, mais des vieux messieurs qui devaient témoigner, et donc elle a été invitée comme témoin à ce procès, et la maladie l'a rattrapée, le Covid l'a rattrapée, elle est décédée à Tel Aviv, et son fils a témoigné dans un article qu'il a eu la gentillesse de me transmettre et que j'ai traduit aussi pour le livre, et qui s'appelle Les Derniers Témoins, justement, et que le public a pu lire, en fait, dans le livre. Son fils s'exprime sur la notion de justice, sur la notion de... Bon, il faut dire quelques mots de la justice allemande qui a été très, très, très lente à se saisir de ce scandale qui a été Auschwitz, et le fait qu'on ait laissé pendant des années, les années 50, 60, 70, les criminels nazis ont pu vivre tranquillement en Allemagne fédérale. Il a fallu attendre le procès, ce qu'on appelle le procès de Francfort, hein, enfin le second procès d'Auschwitz, le procès instruit par le juge Fritz Bauer dans les années 70. Il a fallu attendre ce grand procès pour que l'opinion publique allemande soit enfin au courant. Et depuis les années 70, on peut dire que la justice est enfin un peu plus sévère envers les criminels nazis. Puis il y a eu aussi, bien sûr, le film Shoah de Lanzmann. Et c'est grâce à des gens comme Fritz Bauer en Allemagne, à des gens comme Claude Lanzmann en France, que peut-être la parole de Shoshana a pu être davantage écoutée, et que, eh bien, encore aujourd'hui, il faut s'en féliciter. La justice va traquer des vieux messieurs et des vieilles dames indignes, des anciennes gardiennes de camp qui ont 95 ans et qui peuvent encore répondre de leurs crimes de participation au gardiennage du Stutthof, de Kaiserwald ou d'Auschwitz. Jean-Pascal, le temps qui nous est imparti avance très vite. On pourrait en parler pendant des heures car ce livre fourmille de détails macabres ou de détails parfois plus heureux quand Shoshana Suzy évoque la fête de Kippour ou la fête de Purim. Donc je vous remercie pour ce témoignage. Je tiens à rappeler qu'en fin du livre, il y a 3 interviews. Une de Shoshana qui prend la parole après le décès de Raya, sa mère, qui lui avait demandé de ne pas parler, et deux interventions du fils, Doron Rabinovitch, qui poursuit un petit peu le travail de Shoshana et qui vit, lui, à Vienne.
Tout à fait. Jean-Pascal, je vous Alors, remercie. Je voudrais, s'il me reste quelques secondes, adresser aussi mes remerciements à Doron Rabinovitch. À la fois rendre un hommage pour son œuvre d'écrivain et de romancier et d'historien engagé. C'est quelqu'un de peu connu en France, bien que quelques-uns de ses livres aient été traduits. Mais en Allemagne, dans le monde germanophone, c'est une figure de proue de l'intelligentsia viennoise et à la pointe du combat pour les libertés, à la pointe du combat contre l'antisémitisme dans le monde germanique, dans le monde germanophone. Et effectivement, les témoignages qu'il m'a fournis, les interviews qu'il a fournis à des revues peu connues en France, je pense d'un éclairage très important pour les lecteurs du livre. Et le témoignage de Shoshana aussi, qui a gardé enfouie en elle cette capsule de poison pendant des années, ça éclaire, je crois, la jeunesse du livre. Ça permet de mieux comprendre comment ce témoignage a pu rester très profondément enfoui avant enfin de s'ouvrir dans les années 1990. Merci Jean-Pascal Auvray. Merci à vous, Monique Nakache, pour m'avoir permis en fait de parler de ce livre qui a été pour moi quelque chose d'important dans ma carrière de professeur d'histoire-géographie. Merci Jean-Pascal, poursuivez, vous faites un excellent travail. Je rappelle le livre paru aux éditions du Félin, Grâce à ma mère, du ghetto de Wilno aux marches de la mort, 1941-1945, de Shoshana Rabinovitch. Je tiens à rappeler que Wilno a vu vivre dans cette ville le Gaon de Vilna. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine, Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.